Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'un nouveau projet de loi en matière de terrorisme. Et ouais, le gouvernement est chaud comme une baraque à frites. Daesh, ça revient à la mode pour, disons, lorsqu'on a malheureusement une femme tuée dans un commissariat. Bon, ça commence à remonter, je ne sais pas, peut-être je ne sais pas si on peut compter en semaines, je ne sais plus quand est-ce que ça s'est passé, mais événement tragique, du coup, je vous propose qu'on aborde une partie de ce projet de loi sur le terrorisme juste après l'intro. Alors, on va commencer avec l'article 1er du projet de loi qui confère un caractère permanent à certaines mesures qui sont issues de la loi sur le terrorisme de 2017. Alors, vous aurez une utilisation permanente, bien sûr si les conditions sont réunies, des périmètres de protection, de la fermeture des lieux de culte. Vous aurez aussi une utilisation permanente des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qu'on appelle aussi dans le jargon les MICAS, et c'est un acronyme. Et vous aurez aussi de manière permanente des visites domiciliaires et des saisies. On sent la sécurité, ça commence bien. Bon, on poursuit notre périple avec l'article 2 du projet de loi. Donc cette disposition vise à élargir le champ d'application de la mesure de fermeture des lieux de culte. Elle rend du coup possible la fermeture des lieux qui dépendent d'un lieu de culte lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il serait susceptible d'être utilisé pour faire échec à l'exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Et sachez que cette mesure de fermeture du lieu dépendant d'un lieu de culte, elle pourra être prise concomitamment à concomitamment à la fermeture du lieu de culte, voire postérieurement. Une fois les manœuvres constatées après avoir constaté les manœuvres pour y faire échec. Bon, dans tous les cas, la mesure elle prendra fin en même temps que en même temps que la fermeture du lieu de culte. Bon. Si vous n'avez pas tout compris, vous avez, admettons, on va prendre le cliché, je suis navré les musulmans, on va prendre le cas d'une mosquée, et à côté de cette mosquée, il y a un bâtiment qui est en lien avec la mosquée. Eh ben, il sera possible de fermer le lieu qui est juste à côté le local qui est juste à côté de la mosquée, à partir du moment où on démontre qu'il y a des personnes qui vont dans le local pour contourner la fermeture de la mosquée. Voilà, j'ai essayé de résumer comme je pouvais, c'était pas non plus évident. Bon, du coup, on continue avec l'article 3 qui ajuste certaines mesures certaines dispositions qui sont applicables aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Encore une fois, les MICAS. Et vous allez voir, il y a une chier de mesures qui est prévue pour les MICAS qui figure justement dans cet article 3 du projet de loi. Du coup, cet article commence par renforcer la surveillance des personnes qui font l'objet d'une MICAS. Il permet entre autres à l'autorité administrative d'exiger un justificatif de domicile de la personne concernée afin de vérifier son lieu d'habitation. J'ai souligné d'autres trucs, mais si vous voulez, vous pouvez faire sur pause pour en lire, mais je vais pas tout détailler. Parce que l'article prévoit aussi d'autres choses. Il permet aussi à l'autorité administrative de prononcer une mesure ponctuelle d'interdiction de paraître dans un lieu à l'encontre d'une personne qui est visée par une MICAS. Ça sert donc selon l'exposé des motifs du projet de loi, ça sert de complément à l'interdiction de se déplacer au-delà d'un périmètre géographique déterminé et de prescrire aux intéressés
une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Après, toujours dans ce même article 3, il est prévu une dérogation à la durée maximale des MICAS. Alors, de base, l'exposé des motifs du projet de loi nous rappelle que les MICAS ont une durée, La durée, elle est de 3 mois en général, et c'est renouvelable, mais le renouvellement peut pas aller jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire, une MICAS, si elle est renouvelée, elle peut pas durer plus de 12 mois, en principe. Par contre, le projet de loi, justement, lui, il va augmenter cette durée maximale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 mois, on peut passer jusqu'à 24 mois. Une MICAS de 24 mois. Bien sûr, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies. Vous allez... comment on appelle ça ? Déjà, il faut que les obligations soient prononcées dans un délai de 6 mois à compter de la libération de la personne. Il faut que cette personne ait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans pour des faits de terrorisme, ou d'une durée supérieure ou égale à 3 ans lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une récidive. Voilà. Ensuite, je vous avais dit, l'article 3, il est long. Parce que il prévoit que lorsque la personne conteste, admettons, le renouvellement de la MICAS, et qu'il saisit malheureusement le mauvais tribunal, c'est-à-dire un tribunal qui n'est pas compétent pour le faire, la MICAS, sa durée, elle pourra être prorogée, c'est-à-dire elle pourra continuer de durer dans le temps jusqu'à ce que le juge compétent ait statué. C'est-à-dire que tant que la personne ne se trouve pas devant le juge compétent pour traiter sa contestation du renouvellement de sa MICAS, sa MICAS, elle continuera toujours à s'appliquer. Enfin, dernière mesure prévue par l'article 3 du projet de loi, les obligations en matière de MICAS, elles vont prendre en compte les obligations qui sont déjà prescrites par... Pardon, veuillez m'excuser, ça y est, j'ai fait disparaître le fond vert. Bon, excusez-moi, je reprends. En fait, donc, dernière mesure de l'article 3 du projet de loi, il est prévu donc que les obligations en matière de MICAS prennent en compte les obligations qui sont déjà prescrites par le juge lorsque ces mesures sont de même nature ou poursuivent le même objectif. Voilà. Bon, on a terminé l'article 3 du projet de loi. Je vous rassure, les autres articles sont plus courts et on va pas tous les faire. On fera une suite la prochaine fois. Alors, on enchaîne sur l'article 4. Et l'article 4, il prévoit que lorsqu'une personne fait obstacle à l'accès à ses données informatiques ou à leur copie, il est possible pour, j'imagine, les forces de l'ordre de procéder à la saisie des supports informatiques contenant ces fameuses données. Et sachez que cette saisie, elle s'effectue pendant une visite au cours de laquelle des éléments en lien avec une menace sont révélés. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'article 5. Alors, il met en place une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste. Elle est destinée à renforcer le suivi des personnes qui sont condamnées pour des infractions à caractère terroriste et qui ne font l'objet d'aucune autre mesure de suivi judiciaire à leur sortie. Et cette mesure, comment on appelle ça ? Et cette mesure, elle ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'individus qui ont été condamnés pour des peines supérieures ou égales à 5 ans d'emprisonnement ou à 3 ans d'emprisonnement en cas de récidive, et qui présentent un niveau de dangerosité particulièrement élevé. Je pense que malheureusement une bonne partie de la population sera assez sur le cul d'entendre que des anciennes personnes condamnées pour terrorisme vont faire l'objet de mesures de réinsertion sociale.
Et d'ailleurs, coucou sur ce point au Raptor Dissident qui en a parlé. Voilà. Bon, ceci n'est pas de l'apologie au Raptor Dissident. Certes, je plaide coupable, je regarde son contenu de temps en temps, même s'il y a des propos qui sont assez trash, voire très limite, voire catalogués extrême droite. Voilà. Je sais que c'est pas bien nécessairement de regarder du Raptor Dissident, mais bon, faut prendre du recul avec ce qu'il dit. Voilà. Bon. Sur ce propos très polémique et très virage à droite, on va se terminer avec l'article 6. Alors, l'article 6, il permet la communication des informations relatives à l'admission d'une personne en soins psychiatriques à la personne qui est chargée de son suivi. Voilà. Lorsque cette personne représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public à cause de sa radicalisation à caractère terroriste. Voilà. Alors que actuellement, la communication de ces informations sur la personne qui est mise en soins psychiatriques, en général, il n'y a que le représentant de l'État dans le département du lieu d'hospitalisation qui a accès à ces informations. Donc je suppose que c'est le préfet. Je pense que c'est le préfet de département. Après, les spécialistes pourront peut-être me contredire, n'hésitez pas à apporter à me faire part de vos lumières. Bon. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur ce nouveau projet de loi vous a intéressé. Et est-ce que selon vous, ces mesures vous semblent pertinentes pour lutter contre le terrorisme? Ou est-ce que vous estimez que le gouvernement ne fait que profiter de la crise du Covid pour faire passer des lois sécuritaires à gogo? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à faire un petit tour pour voir les chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, avec les sources, à savoir le projet de loi en tant que tel. Vous lisez l'exposé des motifs, vous retrouvez les infos. Et n'oubliez pas, avant de partir, de faire un tour chez 404 les tendances perdues et le prisme des créateurs pour découvrir d'autres vidéastes sur leur Discord. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur le droit. A plus les juristes et on balance au trou.